Bon, je suis un peu perdu là. Ah voilà. Bonjour, ici Piero San Giorgio, aujourd'hui à Munich, en Allemagne. J'aime bien l'Allemagne. So, Nuremberg. Magnifique. Bonjour mes amis, alors bonjour à tous. Hier j'étais à Munich pour rencontrer Wim Hof et faire un petit peu de bain glacé avec sa technique de respiration qui est très très bien. Je vous en parlerai dans mon livre sur la peur qui viendra bientôt un jour. Mais je voulais vous faire une petite vidéo comme je fais souvent sur les différents pays. Je la ferai courte, la version un peu plus longue sera en anglais, sur l'Allemagne et l'effondrement économique. Alors l'Allemagne, c'est un des grands pays du monde et grands pays européens que je connais le moins parce que je n'ai pas beaucoup. D'ailleurs, comme pour l'Espagne, je ne suis pas allé partout. En Espagne, je suis allé à Madrid, Toledo, Barcelone. Enfin, l'Allemagne, on va parler de l'Allemagne, pas de l'Espagne. En Allemagne, j'ai été bien sûr Berlin, dans Bonn, Düsseldorf, Köln, Heidelberg, Munich. Aujourd'hui, nous sommes à Nuremberg. Très jolie vieille ville, Nuremberg. Enfin, les villes allemandes sont magnifiques. Il y a un côté... alors autant Munich ressemble pas mal à Zurich et la Suisse allemande. Toute l'Allemagne a beaucoup de particularités très très intéressantes. Alors j'aime beaucoup l'Allemagne. Parce que moi je suis d'une mentalité assez carrée, assez organisée. Et je me retrouve chez mes frères germaniques, peuple des forêts qui sont devenus des civilisateurs, des civilisations en tout cas, assez incroyables. Moi j'aime beaucoup l'Allemagne. Bon bref. Alors, que se passera-t-il en cas d'effondrement économique en Allemagne? Alors, ce qu'il faut dire, d'abord, c'est que l'histoire de l'Allemagne est particulière, évidemment. C'est un pays qui est récent,
qui est un pays jeune, à peine aussi jeune que l'Italie d'ailleurs. C'est un pays qui s'est créé en 1870. Avant, c'était des principautés, des royaumes séparés depuis le Moyen-Âge. C'est aussi un pays qui a eu un traumatisme, qui a eu 2 traumatismes en fait. 3 si on compte la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait 4 si on compte la première. Bon, je parlais avant tout ça. Il y a eu 2 grands traumatismes. Le premier, c'est un traumatisme lié aux guerres liées aux religions. C'est-à-dire que c'est un pays qui a eu des guerres civiles entre protestants et catholiques, juste incroyablement fortes, quoi, à partir du XVIe siècle. Et je dirais que ce traumatisme, je veux dire, l'Allemagne a perdu pendant la guerre de 30 ans presque 50% de sa population. C'est autant que la peste noire au Moyen-Âge, qui était lui-même un traumatisme et qui n'est pas particulier à l'Allemagne. Les guerres de religion en Allemagne sont 1000 fois plus violentes que les guerres de religion en France, par exemple. Et donc c'est un traumatisme immense et qui a rendu probablement les Allemands extrêmement durs, extrêmement intransigeants sur beaucoup d'aspects de leur vie et donc de la vie des autres. Et ce qu'on peut dire aussi sur l'Allemagne, c'est que le deuxième traumatisme, c'est en fait la Révolution française et l'invasion par Napoléon. C'est que l'Allemagne est un grand pays de culture, de sciences, d'art. On voit que le Moyen-Âge ici a été extraordinaire, la Renaissance a été extraordinaire. Et comme l'Italie, tous ces royaumes et ces principautés étaient en concurrence les uns avec les autres. Et donc, étant en concurrence, eh bien, on développe l'innovation, on développe la technologie et l'art de la guerre aussi. Et donc, c'était des principautés extrêmement avancées au niveau de l'art, de la culture, de la science, etc. Comme l'Italie du Nord, comme l'Italie en général. Et donc, avec des mentalités différentes que l'italien, bien sûr. Mais enfin, voilà, donc très performant. Et donc, l'invasion par Napoléon, surtout avec un modèle militaire et un modèle surtout d'idées, ces idées de la Révolution française qui sont à la matrice du socialisme, du communisme et du nazisme, ces idées révolutionnaires, même du fascisme en Italie, elles ont complètement bouleversé l'ordre structurel. Donc il y a eu une tension depuis Napoléon. Ah, il est midi. C'est beau le bruit des cloches. Donc il y a eu une tension très très forte entre la tradition et la révolution. Et ceci a donné une forme de volonté de nation, nationalisme, qui n'existait pas dans un pays, dans en fait une sorte de confédération de plusieurs royaumes et pays qui étaient indépendants, qui formaient l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, qui n'était pas très romain, je ne sais pas s'il était saint, mais en tout cas germanique. Et donc on a un nationalisme très particulier qui s'est mis en place, qui est différent de celui qu'il y a dans d'autres nations. Et au XIXe siècle, ce nationalisme a été repris par les classes bourgeoises, mais aussi par une forme de classe noble, donc les royaumes, les rois, et notamment les Prussiens, qui ont petit à petit tissé ce qui allait devenir en fait l'empire allemand, mené par la Prusse, donc réalisé par plusieurs guerres, notamment la guerre contre la France de 1870. Et donc l'empire allemand a été d'ailleurs créé en France, à Versailles. Et donc c'est une particularité assez déjà historique, assez étrange. Et cet empire jeune, immature en fait, et a péché par le hubris grec, c'est-à-dire par la démesure. Et déjà Guillaume Ier, Bismarck et ensuite Guillaume II dans un pays encore une fois extrêmement avancé de culture, de sciences, d'art, de technologie, d'industrie. Ils sont allés trop loin par les différentes alliances et puis par évidemment la concurrence avec l'Angleterre, se sont fait avoir et participer et même déclencher quelque part la Première Guerre mondiale qui est en fait le désastre de l'Europe. Et puis par volonté de revanche, par les souffrances imposées par les systèmes les traités de paix de 1919, eh bien, et la pauvreté incroyable et la décadence qui a été mise en place par les élites des années 20, eh bien, ont mené à évidemment l'arrivée du parti nazi, qui était très présent ici à Nuremberg d'ailleurs, je crois, et donc ont amené la destruction de l'Allemagne de 1945, avec des bombardements incroyables, toutes ces villes. Hier j'étais à Munich, tout Munich a été reconstruit en fait, mais tout a été détruit, enfin, on ne parle même pas de Dresde, Berlin, Hambourg, la Ruhr, etc. Enfin, les Allemands se sont remis au travail. Donc c'est un peuple de travailleurs, c'est un peuple qui justement par son histoire ne fonctionne pas par caste,
Elle fonctionne par le mérite. C'est un peuple très ouvert sur les autres, étrangement. Alors ça, ils ont appris, peut-être qu'ils étaient trop fermés avant, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont très ouverts, et trop ouverts probablement aujourd'hui. Et c'est un peuple industrieux, et qui en plus a des diversités géographiques assez importantes. On voit que, il n'y a pas de centralisation comme vous le connaissez en France. Il n'y a pas Paris et le reste. Ici, il y a des grandes villes, Munich, Berlin, Stuttgart, Dortmund, Köln, et j'en oublie sans doute, qui sont des grands centres industriels et financiers et économiques, et qui n'ont pas sans cette centralisation comme il peut y avoir dans certains pays d'Europe, comme Londres pour l'Angleterre ou Paris pour la France. Et encore, la France, c'est peut-être le pays le plus centralisé au monde, au niveau des industries, de l'économie dans une grande ville, et très peu ailleurs. Donc c'est un pays qui... Voilà, on ne peut pas parler de l'Allemagne, on peut parler de la Bavière, on peut parler du Württemberg, on peut parler de la Poméranie, ce qu'il en reste. On peut parler de la Silésie, ce qu'il en reste aussi, parce que le pays a été découpé et d'ailleurs a subi une punition atroce pour la Deuxième Guerre mondiale. Des millions de morts, des millions de civils massacrés, des millions de femmes violées, humiliées, et puis des millions de réfugiés internes. Toute la Prusse a disparu, il n'y a plus de Prusse. Les Allemands, les Prussiens ont dû bouger. Et en plus, ils ont subi 40 ans de communisme, donc ça n'a pas été folichon. Donc les mecs, ils ont eu le nazisme, le communisme. Donc au niveau du socialisme, ils en ont eu pas mal. C'est pour ça qu'ils n'en veulent plus en Allemagne de l'Est. Dans les Länder d'Allemagne de l'Est, ils n'en veulent plus. Mais en revanche, dans l'Allemagne de l'Ouest, où il y a l'État nounou, eh bien, ils ont développé, pendant un certain temps, ça a marché, une sorte de social-démocratie un peu cuck, un peu candole. J'ai pris les mots des gens qui m'ont interviewé récemment. Mais en revanche, ils sont bosseurs, donc ça tient. Ça tiendra plus longtemps qu'ailleurs, mais on sent que ça va mal. Alors l'Allemagne a des gros problèmes, parce qu'évidemment la natalité est très basse. On voit que les gens, ils vivent bien, la qualité de vie est incroyable. Je vais sortir les notes, j'avais pris quelques notes sur l'Allemagne. Et donc il faut analyser ces différents aspects-là en cas de bordel, et pas seulement l'aspect historique. Au niveau de la géographie, il y a beaucoup d'eau, il y a la mer Baltique, il y a des rivières navigables, donc il y a une terre fertile. Alors bon, c'est pas la Méditerranée, mais c'est fertile, il y a des pommes de terre, de la betterave, du chou. Ils ont une culture culinaire qui est peut-être pas celle que les Méditerranéens préfèrent, mais qui est pas mal. Alors, on mange bien en Allemagne, si on aime évidemment des légumes, du cochon et des plats cuisinés. Enfin, moi, je trouve ça très très bon. Donc il y a une culture intéressante. Maintenant, le problème... j'ai retrouvé mes notes. J'ai quand même pris 2-3 notes pour pas vous raconter ça de mémoire, parce que sinon je vais oublier des choses. Alors le problème, c'est que comme c'est un pays riche, il attire beaucoup de gens du monde entier. Alors pendant longtemps, c'était des travailleurs qui avaient envie de travailler, c'était des Italiens, des Turcs. Alors moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les Turcs, par exemple, parce qu'en fait, en Allemagne, ils sont venus pour bosser, ils ne sont pas venus pour profiter de l'état social. On voit qu'ils ont énormément de business, et pas que des kebabs, ils ont des business, même des industries. Ils tiennent beaucoup de restaurants, comment on appelle ça, nightclubs, des trucs de la nuit, des entreprises logistiques, de transport. Enfin, ils bossent, quoi. Et ils se sentent, évidemment, ils se sentent turcs d'abord, et même beaucoup sont pas tout à fait turcs, beaucoup sont kurdes, mais enfin, ils se sentent aussi allemands. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un parti des travailleurs turcs-allemands, il y a un parti des turcs-allemands qui est contre l'immigration massive, parce qu'ils voient bien que les nouveaux qui arrivent, en grande partie, surtout venant d'Afrique, ils ne sont pas là pour travailler. Et puis même, c'est un pays de haute technologie et de haute capacité industrielle et de technologie de l'information. Et donc, il faut des gens super formés et super intelligents. Et donc, on voit bien que les nouvelles populations, elles n'ont pas le niveau de formation et le niveau intellectuel. Et donc, ça se passe mal. Et donc, même les immigrés en Allemagne disent non, on ne veut pas aller, on ne veut plus d'immigration. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en cas d'effondrement économique, il faut voir en Allemagne au niveau de la région. Vous ne pouvez pas dire l'Allemagne fera ceci, cela. Ça va être très 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 différent d'une région à l'autre, parce que les mentalités sont différentes. Il y a des différences évidemment en ville-campagne, il y a des différences entre, par exemple, les Bavois, c'est des gens très carrés. D'ailleurs, il y a moins d'immigration en Bavière, parce qu'ils n'en ont pas voulu. Tous ces migrants de 2015-2016,
ils sont pas allés en Bavière, ils sont allés dans d'autres, ils sont un peu perdus dans la nature, mais ils sont plutôt dans la Ruhr, dans les Berlin. Ils sont pas tellement à Munich et en Bavière. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Le truc en Allemagne, c'est que quelqu'un m'a dit, tu sais, en Allemagne, nous, on est des nazis inversés, c'est-à-dire que pendant un temps, on a été extrémistes, mais maintenant, on est extrémistes à l'envers, comme les Suédois. Tu vois, maintenant, on est de l'antiracisme ultra, c'est-à-dire qu'ils se détestent eux-mêmes pour certains. Mais c'est en train le pendule est en train de revenir vers quelque chose de plus raisonnable, et il faut souhaiter que ce soit pas non plus, et que ça ne revienne pas vers l'inverse, parce que je veux dire, on en a assez des guerres intérieures en Europe, et puis c'est vrai qu'on a eu des guerres avec l'Allemagne, et c'est idiot, c'est un peuple super, c'est des gens, en plus c'est des gens très beaux. Pas juste parce qu'ils sont blonds aux yeux bleus pour beaucoup. Non, mais je pense qu'il y a vraiment une morphologie. Souvent, en France, vous avez caricaturé les Allemands en mettant des petits gros en Lederhosen avec une saucisse à la main et un chop de bière. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ils sont grands, filiformes. En plus, maintenant, ils sont devenus gentils. Donc c'est comme des Suédois, mais voilà, ils sont bien. Donc c'est un beau peuple. Faut pas les saccager, faut pas les métisser. Ces gens, il faut les garder parce qu'ils sont trop bien génétiquement. Alors voilà, faire gaffe aux mauvaises vieilles habitudes qui pourraient revenir, parce qu'ils sont aussi très fiers en fait. Ils sont plus fiers de leur nation en tant que puissance militaire depuis longtemps, mais ils sont fiers de leur réussite industrielle, de leur réussite. Donc ils ont un sens de supériorité qui camoufle un peu par l'antiracisme et par la gentillesse, mais derrière on sent qu'ils sont même très fiers d'être antiracistes. Il y a un côté comme ça, les natures des peuples ne changent pas beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, l'économie on la connaît, elle marche bien. Beaucoup de manufactures, c'est un peu comme la Suisse mais en grand. Donc la finance, bien qu'aujourd'hui il y a des problèmes gigantesques dans la finance allemande, mais il y a beaucoup de chouettes trucs dans la manufacture, donc ils savent fabriquer des pièces. Ils ont énormément tissé des liens parce qu'ils ont outsourcé, ils ont délocalisé en Europe centrale et en Europe de l'Est énormément de leur production. Donc Hongrie, République tchèque d'abord, Pologne, Roumanie et de plus en plus en Russie. Donc ils ont des liens économiques incroyablement forts. Vous imaginez pas ça à tel point qu'ils sont forts avec tous ces pays. Évidemment, politiquement, ils sont toujours soumis aux États-Unis. Rappelons que l'Allemagne est encore un pays occupé par les forces américaines. Et pas que américaines d'ailleurs. Donc c'est un pays qui, je crois qu'il n'a même pas une constitution en réalité. Donc c'est vraiment une forme de protectorat de l'Amérique. Et étant une partie importante de l'OTAN, bien que son armée s'est quasiment désintégrée ces dernières années, parce qu'il faut payer pour les migrants, donc on ne peut plus avoir un État social ni une armée pour défendre le pays. Et bref, donc c'est assez, ça reste un protectorat des États-Unis. Ok. Je pense qu'ils souffrent encore de cette idiote culpabilisation pour la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, ici, je suis en train d'écrire un livre sur un de mes grands-pères qui a été dans un camp en Allemagne. Et quand j'explique ça aux gens ici, ils sont presque... c'est juste pas s'ils se mettent à genoux pour pleurer en disant excuse-moi, mais je dis mais t'as rien fait toi. Puis même mon grand-père, je veux dire, on demande rien. Puis arrêtez de faire chier, relève-toi et sois digne. Je veux dire, tu dis voilà, c'est l'histoire. On a fait ce qu'on avait à faire et puis voilà. Ok, on le fait plus parce qu'on a compris qu'il y a d'autres manières d'obtenir des résultats que de fouetter les gens à mort et de les faire bosser comme des esclaves, voire de les traiter tellement mal qu'ils vont mourir. Donc, c'est pas les mêmes idéologies, on n'est plus dans les années 30, on n'est pas dans les années 40. C'est maintenu par les médias gauchistes, on sait qui maintient tout ça vivant. Et donc, c'est terrible. Donc non. Moi, je leur dis aux Allemands, arrêtez d'être coupables. Vous n'êtes pas coupables, vous n'avez rien à faire avec tout ça. Vous n'y étiez pas, et quand bien même, voilà quoi, merde, on passe à autre chose quoi. Donc arrêtez de pleurer sur votre histoire. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais. Il faut qu'ils fassent des gosses, sinon ils vont être remplacés. Alors l'immigration en Allemagne, comme je disais, il y a eu des Turcs et des Italiens, il y a eu. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de Polonais, des Roumains, des gens des pays de l'Est. C'est rigolo de voir les touristes en Allemagne, c'est tous des Chinois et des Japonais. Parce que je pense qu'ils veulent plus aller à Londres et à Paris, donc ils viennent tous en Allemagne. Et puis objectivement, c'est beau, regardez cette belle cathédrale ici à Nuremberg. Donc c'est un pays qui c'est ambivalent parce que par région, c'est différent. Donc il y a des régions comme la Bavière, comme toutes les anciennes régions de l'Europe de l'Allemagne de l'Est, à part peut-être Berlin,
qui pourraient s'en sortir assez bien. Il y a encore un sens d'entraide, et puis comme ils sont gentils, ça risque d'être moins violent qu'ailleurs. En revanche, il y a d'autres régions où, justement, où ils ont fait venir beaucoup de gens qui maintenant sont agressifs et là où ils vont avoir des problèmes. Et ils vont, à mon avis, ma thèse, c'est qu'ils vont réveiller la nature profonde de l'allemand et que ça va chier. Sauf que comme les Allemands sont pas nombreux et que ils sont plus habitués à taper, hein, ça va pas être facile, ça va être compliqué. Donc je pense que l'Allemagne de l'Ouest, comme la France, comme l'Angleterre, comme le Benelux, va souffrir énormément, alors que la partie orientale va plus facilement retomber sur ses pattes et par des alliances avec les pays de l'Est, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, surtout, et puis tout le reste, et Russie enfin, ils vont retrouver une sorte d'Europe. Et donc je pense que l'Europe risque de pas mal se décaler à l'Est, économiquement et culturellement, et même génétiquement, et que ça va être un peu un champ de bataille dans le reste de l'Europe si l'économie va s'effondrer. Alors voilà, donc il y aura encore plein de choses à dire sur l'Allemagne en cas d'effondrement économique. Et simplement, si vous habitez en Allemagne ou si vous êtes un Allemand qui parle français, je ne peux que vous encourager à lire mes livres, parce que j'irai dans le détail de ce qu'on peut faire en tant qu'individu, en tant que personne qui se prépare. Et donc, vous aurez les trucs et astuces pour faire en sorte de mettre en place des stratégies pour vous, votre famille, votre communauté. J'ai oublié d'ajouter qu'en Allemagne, il y a une présence de l'écologie assez importante. Et parce que l'écologie ici, elle a commencé avant tout le monde, elle a commencé au 19e siècle, elle n'est pas complètement vérolée par le gauchisme. C'est quand même une écologie concrète. On voit les gens qui disent on n'en a rien à foutre de la droite ou de la gauche, on met des panneaux solaires, on fait nos potagers, on remet en place des réseaux de nourriture locaux. Et puis, je le voyais hier par les gens qui étaient à la petite conférence de Wim Hof. C'est des gens qui sont sains d'esprit. Alors parfois il y a un petit peu des farfelus, comme partout. Les gens trop riches parfois deviennent farfelus. Mais en revanche, il y a un côté très terre à terre. Il y a un côté maintenant je fais. Et puis si je crois à l'écologie, je vais commencer à bouffer local, machin, vegan. Je pense que c'est le pays au monde où il y a le plus de véganes. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est simplement que ça montre que c'est des gens qui sont dans un processus de réfléchir à leur santé, à leur bien-être, etc. Ce qui est aussi normal des populations assez riches. Hein. À partir d'un certain niveau de richesse, vous en foutez d'accumuler les BMW, les Mercedes. Vous commencez à réfléchir à comment vous et vos enfants pouvez être en meilleure santé, etc. Voilà. C'est comme ça que fonctionnent les peuples intelligents. Et puis donc voilà. Donc je pense que c'est un pays qui... Je suis un peu ambivalent parce qu'il y a des endroits où ça se passera assez bien et des endroits où ça va être pourri comme ailleurs. Donc à long terme, évidemment, on va tous se restructurer sur des systèmes plus simples, plus locaux, avec des modes de vie moins gourmands en énergie, etc. Mais bon, on verra bien comment ça se met en place. En tout cas, moi, je vais continuer à visiter cette ville de Nuremberg. J'avais une journée à tuer, j'étais venu pour acheter un petit truc. Et donc, je vais attendre de retourner à Munich pour prendre l'avion ce soir. Donc, j'ai 2-3 heures de balade dans cette vieille ville médiévale, très sympathique. Voilà, alors l'Allemagne, prépare-toi. Et vous, préparez-vous. Ciao. Alors les Allemands, c'est des excellents ingénieurs. Regardez les voitures qu'ils font. Mais je suis pas sûr qu'ils ont... c'est les champions en marketing. Voici comment ils appellent leur voiture. Voilà. La e-tron. Je sais pas. Ça me fait penser à la Ford Nova qui n'a pas vendu en Espagne. La nouvelle Audi électrique, je suis pas sûr qu'elle va bien vendre en France.